Je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur la planification expérimentale. Donc c'est un cours un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir pour l'instant, dans le sens où il n'y a pas d'inférence. Donc on n'est pas en train de prendre des données et d'essayer d'extrapoler les résultats qu'on a observés sur nos données sur une population plus large. Là, l'objectif du cours, c'est au contraire d'essayer de voir quelle observation est-ce qu'on va pouvoir utiliser. Donc, quelle expérience est-ce qu'on va pouvoir faire pour récupérer des données. Donc, ce cours, en fait, arrive après les cours de régression, après les cours d'analyse de variance, mais en fait, ils sont utiles avant d'avoir fait les expériences. Donc, on se pose la question, quelle expérience réaliser quand on veut répondre à une problématique, quelle expérience réaliser? Ensuite, on va réaliser les expériences et ensuite, on va traiter les résultats. Donc, vous avez déjà vu comment traiter les résultats avec de la régression, avec des analyses de variance. Alors, pourquoi ce cours arrive après les autres cours? Bien parce qu'en fait, on a besoin de savoir comment utiliser les résultats des expériences, dans quelles conditions est-ce que les résultats sont intéressants, dans quelles conditions est-ce que les estimateurs sont bons pour pouvoir choisir correctement les expériences. Alors maintenant, pourquoi on a un cours de plan d'expérience alors que dans beaucoup d'écoles en statistique qui forment des ingénieurs statisticiens, il n'y a pas forcément de cours de planification expérimentale? Bien parce qu'en fait, la planification expérimentale est très utilisée en agronomie. Alors, deux petits exemples. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'animal, c'est ce qu'on appelle des vaches à hublot en sciences animales, où ils s'intéressent par exemple à la digestion des vaches. Et pour pouvoir voir ce qui se passe dans l'intestin de la vache, bien, il y a un hublot dans la vache. Alors vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir faire des millions d'expériences, parce qu'on ne va pas pouvoir avoir énormément de vaches. Donc les expériences seront coûteuses, il va bien falloir choisir les expériences. Autre situation, en sciences du végétal, on voit ici des parcelles et on voit bien qu'on ne va pas pouvoir faire des expérimentations sur des milliers de parcelles parce que bien, ça va coûter cher et ça va être difficile. Donc, ces expériences sont très utiles en agronomie et d'ailleurs, le père des plans d'expérience est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est Ronald Fisher. Vous avez bien entendu parler de sa loi et de l'analyse de variance. Donc il avait mis ça au point dans les années 1920 environ, et il s'était intéressé également au plan d'expérience. Donc c'était quelqu'un qui travaillait en statistique et en agronomie, en génétique aussi, enfin il a fait beaucoup de choses, mais il a beaucoup contribué à l'amélioration des statistiques en agronomie. Donc nous, on va s'intéresser à quelle expérience réaliser pour pouvoir mieux comprendre un phénomène. Alors en général, les phénomènes qu'on cherche à comprendre sont de plus en plus complexes. On cherche à comprendre de plus en plus de choses et donc on a besoin de faire beaucoup d'expériences. Alors, je vais prendre un autre exemple d'utilisation des plans d'expérience. Donc ça, c'est un exemple qui vient d'un stage d'une étudiante il y a quelques années qui était en recherche et développement. Donc en agroalimentaire, il y a également beaucoup de plans d'expérience en agroalimentaire. Et l'objectif de son stage, c'était d'essayer de comprendre pourquoi les galettes de sarrasin, vous savez, qui sont sous cellophane, là, qu'on achète en supermarché, bien, quand on les déplie, souvent elles se déchirent. Et l'objectif de son stage, c'était d'essayer de comprendre pourquoi elles se déchiraient pour améliorer le process et avoir moins de galettes qui se déchirent. Donc l'objectif, c'est de réduire la proportion de galettes qui se déchirent lorsqu'on les déplie. Et donc, avec les maîtres de stage, eh bien, ils ont regardé quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer le nombre de galettes qui se déchirent quand on les déplie. Alors, ils ont déterminé comme ça plusieurs variables. Donc, par exemple, la quantité d'eau, la température de la plaque, l'étalement de la pâte, etc. Et pour chacune de ces variables, chacun de ces facteurs, eh bien, ils se sont dit qu'ils allaient tester deux niveaux, deux modalités. Pour la quantité d'eau, bien, une quantité d'eau à 45% et une quantité d'eau à 55%. Pour la température de la plaque à 180 degrés ou à 220 degrés.
l'étalement de la pâte automatique ou à la main, la quantité de pâte pour chaque galette, 55 grammes ou 65 grammes, une farine bio ou non bio, le pliage de la galette à chaud ou à froid, et la température de stockage, une fois que les galettes étaient cuites, à 6 degrés ou 15 degrés. Donc, il y a en tout 7 facteurs qui potentiellement peuvent influencer le nombre de galettes qui se déchirent, et pour chacune de ces variables, eh bien, ils se sont intéressés à 2 modalités. D'accord? Donc, quelle expérience réaliser? Bien, pour déterminer les facteurs influents, la première solution, c'est de se dire, bien, on va faire toutes les expériences possibles, et comme ça, on verra bien quels sont les facteurs qui influent le plus sur le résultat. Donc, première solution, qui est la plus intuitive, faire toutes les expériences. Le problème, c'est que, bien, on a 7 facteurs à 2 niveaux, et donc, en tout, on a 2 puissance 7 expériences qui sont possibles. 2 puissance 7, ça fait 128, donc il y a en tout 128 expériences à réaliser. Donc 128 recettes, en fait, à réaliser. Le problème, c'est que bien, chaque expérience est coûteuse en temps, hein, parce qu'il faut mettre au point la recette, faire les galettes, et ensuite déplier les galettes pour voir combien il y en a qui se déchirent. Donc c'est un processus qui est assez long, et ça coûte en temps environ une demi-journée par expérience. Donc le calcul est simple, 128 expériences, une demi-journée, 64 jours de travail, ça fait en gros 3 mois, rien que pour récupérer les expériences. Je dis 3 mois parce qu'en général, on ne travaille que 20 jours par mois. Donc il faut 3 mois environ pour récupérer les expériences, et pour l'instant, on n'a rien fait, on a juste fait les expériences. Donc ça, c'était impossible. Le maître de stage ne va pas payer un stagiaire ingénieur pendant un stage de 6 mois pour faire pendant 3 mois des galettes. Donc ça, c'est impossible. Et le responsable du stage lui dit, en fait, il faudrait réussir à avoir des choses avec 16 expériences. Eh bien, les plans d'expérience sont un peu résumés là. C'est avec 128 expériences, on sait bien faire, mais souvent, on veut beaucoup moins d'expériences et on veut faire des choses. On veut avoir des résultats qui soient utiles, même si on se doute qu'avec 16 expériences, on ne va pas réussir à avoir autant d'informations qu'avec 128. Donc, le problème, c'est, bien, si on a 16 expériences, quelle expérience est-ce qu'on va choisir? Alors, une deuxième idée assez intuitive, c'est de se dire, bien, on va prendre les facteurs un par un, et puis on va les faire varier en prenant les 2 modalités. Donc, je vais prendre le facteur quantité d'eau et je vais le prendre à 45%, puis ensuite à 55%, et je vais voir quel est le niveau qui est le plus intéressant. Mais le problème, c'est que si je m'intéresse à 45%, quelles sont les modalités que j'utilise pour les autres facteurs? Est-ce que j'utilise l'étalement à la main ou automatique? Est-ce que j'utilise farine bio ou non bio? C'est pas facile à déterminer, ça. Et puis l'autre aspect, c'est que bien, si je prends les facteurs et que je les fais varier un par un, il me sera impossible d'estimer les interactions entre facteurs. Je ne pourrais pas tester toutes les combinaisons entre 2 facteurs. D'accord? Donc ça, c'est ennuyeux parce que bien, très souvent, les facteurs influent sur la réponse, mais il y a aussi des interactions qui peuvent influer sur la réponse. Donc quasiment tous les exercices que vous avez pu faire en analyse de variance, vous êtes intéressés à des interactions. Donc là, cette idée est intéressante, mais finalement, on ne va pas l'utiliser parce qu'on ne pourra pas estimer les interactions. Et donc une troisième idée, c'est de se dire, bien, on va tout faire varier en même temps. Alors ça, c'est bien. Par contre, bien, c'est assez difficile, c'est de prendre des expériences qui soient intéressantes. Il ne faut pas faire varier, par exemple, 2 facteurs en même temps. Exactement à chaque fois. Quand je prends la modalité 45% pour la quantité d'eau, si je fais à chaque fois que j'utilise 45%, je prends de la farine bio, et à chaque fois que j'utilise la modalité 55%, j'utilise de la farine non bio, ça ne va pas aller. Il me sera impossible de différencier ce qui est dû à la quantité d'eau et ce qui est dû à la farine. D'accord? Donc, j'ai besoin de ne pas confondre, hein, on parle de confusion entre facteurs, j'ai besoin de ne pas confondre les facteurs pour pouvoir estimer séparément chacun des facteurs. Donc, c'est une idée intéressante, mais on voit que ça va être difficile
de faire varier simultanément tous les facteurs. Et donc l'objectif du cours, c'est de vous montrer comment faire varier simultanément sans qu'il y ait trop de confusion, sans qu'il y ait de confusion du tout, même si c'est possible. Et donc, finalement, on cherche à construire des plans d'expérience avec de bonnes propriétés. On sait qu'on n'arrivera pas à faire aussi bien qu'avec beaucoup plus d'expérience, qu'avec un plan complet, mais on veut avoir des choses qui soient utiles, qu'on puisse interpréter avec peu d'expérience, moins d'expérience.